se sont enfuis dans la nuit pour ne pas aller en Allemagne. Des cadavres. Et c'est Henri Baudry qui a écrit ça. Et alors Henri Baudry qui conclut de cette manière, j'ai trouvé ça. À Chambly, le désordre était à son comble. Alors il y avait en 1936, puisqu'il faut penser en 1936, ma mère a participé, comment dirais-je, aux revendications des ouvriers. Aux revendications des ouvriers. Elle était d'ailleurs, comment dirais-je, représentante, oui. Représentante. Syndicale, oui, oui. Hein, oui, Oui, voilà. oui, Hein. oui. Et il a été demandé à l'époque, ce qui était prévu, la semaine comment dirais-je, la semaine de 40 heures, des aménagements aussi. Alors les vacances quand même, oui, aussi, les 15 jours de congés payés, et puis également, surtout, ce qui... Ouais, ça l'a choqué beaucoup, elle n'était pas d'accord. Surtout, elle, ce qui l'obligeait à défendre, c'était les conditions de travail du personnel, aussi bien féminin que masculin, qui avait des vestiaires communs. Voilà. Donc, voilà. Et donc elle a obtenu, c'est elle qui a signé pour son... C'est elle qui a signé dans cette société-là. Et donc après vous avez pu avoir des vacances. Et après nous avons pu avoir des vacances. Et donc vous êtes venu à Saint-Jacques. En 1936. En 1936, oui. Nous sommes venus à Saint-Jacques. Pays de tes ancêtres. Oui, dans le pays de mes ancêtres. Et puis après, la guerre s'est déclarée. Et puis après la guerre s'est déclarée, bien entendu. Nous étions revenus en région parisienne. Comment dirais-je, Paris n'était pas en primaire. En primaire, voilà, j'étais en primaire. Alors bien sûr, il y avait la photo de Pétain. Oui, c'était... mais je me rappelle pas qu'on chantait tous les matins « Maréchal, nous voilà ». Tu ne peux pas te rappeler de tout, mon Mais ça, je ne peux pas me rappeler Mais de ça. par contre, tu te rappelles de quelque chose d'important qui t'a beaucoup contrarié, beaucoup peiné. Oui, d'un aussi, petit copain, d'un petit camarade d'école. En classe, comme ça, on était par deux sur des bancs. Et je me rappellerai toujours qu'à côté de moi, qui suivait les cours, pareil, il y avait un jeune garçon de mon âge. Et puis un jour, ce jeune garçon, je ne savais pas, mais ce jeune garçon est venu avec une énorme, comment dirais-je, une étoile juive. Et alors, après, naturellement, même en étant gamin, à 10, 11 ans, on était bien forcé d'entendre que les Juifs, ils n'étaient pas accueillis à bras ouverts. Hein. Les Allemands les déportaient. Et ce gamin, un jour, a disparu. On n'a jamais su s'il avait été, mon Dieu, emmené en Allemagne, ou alors si au contraire, il avait pu arriver à sûrement ce qui a été le cas, il faut espérer que quelqu'un l'a pris. Encore en zone libre, protégée. Sinon, il y avait notre région, bien sûr, il y avait les avions qui passaient, qui bombardaient. Il y avait régulièrement au-dessus de nos maisons, bien entendu, quand on était même à l'école, qui passaient au-dessus de nous. Alors là, c'était plus les avions allemands, bien entendu, c'était les avions américains ou anglais. Il y avait les alertes, donc il fallait se mettre à l'abri. D'ailleurs, à Nanterre, on a connu une école qui a été touchée en 1944, je crois. Oui, avec des gamins qui sont morts, qui ont été blessés. Parle-moi de ton père, parce que on va pas s'éterniser quand même, parce que mais ton père donc, il avait sa petite boutique, ce qui m'a permis. Oui, alors mon père avait sa petite boutique, et dans sa petite boutique, parce qu'à l'époque, la cordonnerie, il avait plein de clients on travaillait au début sur les anciennes chaussures. Hein, alors il fallait trouver du cuir, il fallait trouver du ceci, cela. Bon, donc il obtenait ça grâce au cahier qu'il avait récupéré de son père. Il pouvait prouver que c'était pour ça. Voilà. Hein, mais dans cette boutique, il y avait des gens de... il y avait des Allemands, il y avait des Français, il y avait n'importe qui. Il y avait j'ai pas connu d'Allemands véritablement qui venaient faire leur godette là, mais ce que j'ai connu, c'était des gens qui étaient pro-allemands. Enfin, tu as connu qui étaient là, ça tenait à une certaine bourgeoisie de l'époque.
Oui. Alors... ça a permis à ton père d'ouvrir ses oreilles. Ouais. Oui, il ouvrait ses oreilles et il apprenait beaucoup de choses. Et c'est beaucoup de choses qu'il apprenait, sur des choses même des fois très simples. Vous l'avez su après? On a su après qu'il les transmettait à d'autres personnes. Voilà. Il faisait partie donc d'un réseau. D'un réseau qui envoyait... Et il était nommé Le Clou. Et il était nommé Le Clou. Oui, voilà. Parce que naturellement on ne pouvait pas l'appeler Monteil, on l'appelait Le Clou. Bah oui, il avait tous son prénom. Voilà. Et puis, alors, à la fin de la guerre, il est allé essayer de trouver avec ses camarades à défendre à défendre une mairie, enfin qui était un peu plus loin, à l'entrée de Paris, à Neuilly, exactement. Neuilly, voilà. Et il était là. Bon, bien entendu, Paris n'était pas encore ouvert aux Alliés, et les Allemands défendaient un peu tout ça. Donc la mairie de Neuilly, entre autres, a été attaquée par des chars allemands, des petits chars allemands, et qui ont commencé à tirer, bien entendu, parce que de l'autre côté, il y avait des maquisards qui leur tiraient des coups de fusil et non pas des coups de char. Et ton père a eu la vie sauve parce que les jeunes, ont dit au père de famille, parce qu'il n'était pas jeune, son papa, partez, nous on reste, partez. Oui, à l'époque, les jeunes qui étaient là, qui avaient entre 19, 22, 21 ans, ils ont dit au père de famille, effectivement, ne restez pas là, partez, nous on va rester là, partez. Et ce qui s'est produit surtout, c'est qu'ils sont partis par les égouts. Il y avait un passage secret dans la mairie. Ils sont partis il y avait un passage secret dans la mairie, mais à l'époque, les tirs allemands qui avaient été faits ont aplati un mur pratiquement là-dessus. Donc après, ça a été caché. Donc après, on ne savait plus, il y avait des gens qui étaient partis par là. Ils n'ont pas pu les chercher, oui. Et donc, mon père, avec 2 ou 3 autres personnes, s'est retrouvé en bord de Seine, dans une autre commune, et nous ne l'avons pas vu au moins pendant une semaine. Ah oui, ça devait être une semaine, on ne savait pas ce qui s'était passé. Et puis, Paris ayant été ouvert, bien entendu, il est revenu. Il est revenu. Voilà. Puis après, bon. Alors on va conclure parce que bon. Oui. Quand même, tu voulais dire quand même que malgré toutes les interruptions dans tes études, en 44-45, tu as obtenu. Oui, en primaire, j'ai eu un prix d'honneur. Un prix d'honneur, oui. Voilà, un prix d'honneur. Bon, je vais vous raconter l'histoire du panier de légumes du père Joncher. Cette histoire, si on peut dire, a eu lieu le 24 mai 1944. À l'époque, j'avais 7 ans. J'étais à l'école primaire de Chamboulive. Ma mère s'était réfugiée au pays, comme on dit, puisque mon père était prisonnier. Et comme à la campagne, on mangeait mieux qu'à Paris, on s'était réfugié dans notre Corrèze natale. Nous habitions à l'époque chez ma grand-mère, donc dans une maison avec un étage derrière l'église, au tout début de la route d'Auvergne-et-Joux. À l'époque, de nombreux habitants du bourg cultivaient des jardins sur les routes qui sortaient de Chamboulive. Parce qu'à Chamboulive, les maisons n'avaient pas de terrain, donc on allait cultiver qui sur la route d'Auvergne-et-Joux, qui sur la route de Pierrefitte. Le boulanger, Jean Joncher, avait un jardin qui était sur la route de Pierrefitte. C'était un résistant notoire. J'avais 7 ans et je savais déjà qu'il était un résistant. Je connaissais ses visiteurs du soir. Je connaissais leurs noms de guerre. Inca, professeur, le grand Marcel, Raoul, tout le monde parlait d'eux. Il avait donc, Jean Joncher avait son jardin sur la route de Pierrefitte, à gauche, juste après le Pont Rouge. Le 24 mai 1944, les Allemands ont investi le bourg de Chamboulive. Ils ont arrêté sur dénonciation, bien sûr, Jean Malagnou et Germain Fortunat. Ils ont voulu arrêter aussi un troisième larron, en l'occurrence Jean Joncher. Il se trouve que Jean Joncher était absent momentanément de sa maison, qui est aujourd'hui la maison Nadira, car il était parti chercher des légumes dans son jardin de bonne heure, pour faire la soupe. Les Allemands ont tabassé son fils Henri pour savoir où il était, ils lui ont cassé ses lunettes, afin qu'il saignait de partout, le pauvre garçon. En revenant de son jardin, Jean Joncher a vu un Allemand sur le pont Rouge, le pont de chez Margary, comme on disait, qui montait la garde. Alors il a surmonté son inquiétude, il est passé devant avec son panier, il a salué l'Allemand. Les Allemands cherchaient un homme qui boitait, paraît-il.
ce qui n'était pas le cas du boulanger, ce qui explique peut-être qu'il ait pu passer sans encombre. Arrivé au coin de l'église, il a donc jeté un coup d'œil sur la place. Il a vu de nombreux véhicules et des soldats allemands qui étaient devant chez lui. Aujourd'hui donc boulangerie Nadira. Prudent, il a continué, il n'est pas rentré chez lui, il a continué en direction de Vernéjoux. Et il a vu un soldat allemand qui montait la garde sur le pont de la route de Vernéjoux. Impossible de fuir, toutes les issues de Chamboulive donc étaient bloquées. Il a donc frappé à notre porte, puisque nous habitions à 300 mètres, 200 mètres de ce pont-là. Il a frappé à notre porte car il connaissait ma mère, il connaissait aussi ses sentiments pour la résistance, et j'ai le souvenir précis de ces instants malgré mon jeune âge. Je sentais qu'il se passait quelque chose de grave. Ma grand-mère est descendue lui ouvrir, il a posé son panier de légumes sur la table, et ma mère, il a expliqué ce qui lui arrivait, et ma mère lui a fait prendre un chemin derrière les maisons, un petit sentier de traverse, qui lui a permis de sortir du bourg de Chamboulive en passant entre les maisons à travers les jardins. Ensuite, il a traversé la ligne au moment où les Allemands, disons, avaient le dos tourné, et il s'est enfui. C'est ainsi que ma grand-mère et ma mère et moi-même, nous avons hérité d'un panier de légumes gratuit et apprécié. A eu une deuxième aventure avec un de ses fils, André Chassagne, qui était boulanger au Lonzac, résistant comme son beau-père, en l'occurrence M. Joncher, et il était, on l'appelait là-haut le boulanger du maquis, mais il n'était pas que le boulanger du maquis, mais enfin bref, c'est lui c'était sa couverture qui lui permettait de continuer de vivre presque normalement. Et sur dénonciation aussi, les Allemands sont arrivés au Lonzac et ils avaient 18 noms de personnes à fusiller. Les 18 noms, ils en ont trouvé sur les 18, ils en ont trouvé 17 qu'ils ont fusillés. Alors on connaît tous, hélas, hein, la façon dont ça s'est passé avec le maire et le secrétaire de mairie fusillés à Trégnac, à la Verrière, les autres fusillés à Madrange, etc., etc. André devait y passer aussi, mais il se trouve que ce jour-là, coup de chance aussi, il n'était pas dans sa maison, il était allé à Tulle. Et les gens, les voisins, quand ils ont vu qu'on cherchait André, et sachant qu'il était à Tulle, ont réussi à, peut-être par téléphone, à prévenir sa mère à Chamboulive pour que, disons, les gens de Chamboulive arrêtent André sur la route, qu'il ne rentre pas chez lui. Donc il y a une espèce de barrage de protection qui a été fait au niveau de la route nationale qui venait de Tulle. On a arrêté la voiture d'André. On lui a expliqué ce qui se passait. Et André, évidemment, il savait très bien ce qu'il attendait, a disparu de la circulation pendant 2 ou 3 ans, 2 ans peut-être, enfin bref, jusqu'à la fin de la guerre. Et il s'est caché chez un boulanger à Paris. Parce que se cacher dans une ville, c'est peut-être presque plus facile que de se cacher à la campagne. Toujours est-il qu'il a vécu des moments extrêmement difficiles. Sa femme savait quand même qu'il était vivant. Sa femme n'a pas été emmenée, et ça a été de justesse, parce qu'il voulait l'emmener pour l'obliger, lui, à se dénoncer. Mais elle avait un gamin de 6 mois, Henri, et ils n'ont pas osé quand même emmener la mère et le fils. Et donc, ils ont balancé une grenade dans la maison pour faire des dégâts, et ils ont disparu. Et André est toujours vivant, enfin, il n'est pas toujours vivant, mais enfin, il a fait une carrière, après ça, de boulanger à Ussel. Voilà. Ceci étant, moi, j'avais la perception des faits d'un gosse de 7 ans. Mais c'est bizarre, parce que mes souvenirs sont quand même relativement précis sur cette époque. Je me souviens, par exemple, une compagnie de FTP qui était commandée par Pierrot Malagnou. Pierrot Malagnou, c'est un gars de Chaillac. Comme on l'appelait le lieutenant. Enfin bon, pourquoi pas. Hein. C'était lui le patron. Hein. Et les maquis, pour dormir à l'abri, à l'époque, mais je me souviens plus exactement ce que c'était,
Ils dormaient dans la salle des fêtes et dans l'école, pardon, dans l'école. Ils avaient occupé l'école. Si bien que nous ne pouvions plus aller à l'école. Alors ça, on était content comme... C'est pas possible. Hein. Moi, pendant 2 mois, là, je crois bien, hein, on a passé notre temps à courir les chemins avec les copains, enfin, etc. C'est magnifique. Mais le père Bessette, qui était directeur de l'école, il a fini par les persuader d'aller dormir dans la salle des fêtes et non plus dans l'école. Le père Bessette, c'était un ancien de la garde de 14, il devait être officier à la garde de 14, il avait un peu d'autorité. Le père Bessette, c'est le directeur de l'école. Donc, hein. Voilà. Je me souviens aussi d'une... C'est pas une anecdote, mais c'est un souvenir assez précis. Un soir, il y a une équipe de maquis qui avait décidé de faire une embuscade dans le bourg de Chamboulive contre une colonne de GMR qui va aller de Tulle à Trignac. Et ils avaient mis un fusil mitrailleur en batterie sur la terrasse de l'église, des fusils de l'autre côté dans la maison Sorbier, et ils attendaient les GMR, dans le bourg. Alors, inutile de vous dire qu'il y a un certain nombre de gens qui sont allés leur dire, les gars, faites une embuscade, mais ne nous faites pas prendre de risques inutiles. Alors, ma mère, quand elle a vu ça, m'a pris sous le bras, elle m'a emmené à Vernéjoux, à l'abri, chez mes cousins. Là-bas, j'avais des cousins qui habitaient Vernéjoux. J'ai passé 2 jours à Vernéjoux, magnifique, avec mes cousins. Là, c'est pareil, pas d'école, rien. Ma tante qui nous soignait comme des poulets, nous faisait plein de bonnes choses. Encore un souvenir magnifique, si on peut dire. Et finalement, les maquisards ont décidé de lever le camp, prudemment, parce que quelqu'un a réussi à les persuader que c'était pas un endroit pour faire une embuscade. Et de toute façon, c'était inutile, les GMR sont pas passés par là. Alors, enfin quand même, hein, c'est un souvenir. Voilà, et peut-être un dernier souvenir de cette époque, toujours l'année 44, le 6 juin 44. Ça vous dit quelque chose, c'est le jour du débarquement. À 13h30, quand je suis rentré à l'école de Jean-Moulive, notre institutrice, Madame Bessette, nous a dit de rester debout, CE1, CE2, hein, elle avait, et pour nous dire que les Anglais, mes petits, elle nous appelait toujours mes petits, je vais vous dire que les Anglais ont débarqué en Normandie à Caen. Alors moi, j'ai débarqué à Caen, en Normandie, à 7 ans. Hein, je dois vous dire que ça ne voulait pas dire grand-chose. Mais je sentais quand même qu'il se passait quelque chose d'important, parce que pour que Madame Bessette nous annonce ça comme ça, solennellement, ça me rappelle un peu un certain conte d'Alphonse Daudet, La dernière classe. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, cette dernière classe, quand les Alsaciens ont été obligés d'abandonner les écoles françaises. C'était en 70. Là. Enfin bref. Et alors, Madame Bessette donc, nous a annoncé ça, et ça nous a marqué. Je dois vous dire que Madame Bessette, c'est aussi quelqu'un, moi elle m'a tiré d'affaire. J'étais un mauvais élève quand je suis rentré chez elle, dernier de la classe. Quand je suis sorti, j'étais premier de la classe. Il y avait des raisons. Mais Madame Bessette avait ceci de particulier, à la différence de la précédente, dont je ne dirai pas le nom. Elle nous aimait. Ça se sentait. Et on faisait ce qu'il fallait pour lui faire plaisir. Et on lui a fait plaisir. Avec Riri Boudry. On était dernier, avant-dernier, tous les deux, comme devant. Et Riri est devenu prof de maths et moi kiff-kiff. Hein, et Madame Bessette nous a tiré d'affaire parce qu'elle nous aimait. Hein. Comme dirait l'autre, je crois que c'est Socrate qui a dit que voulez-vous que je lui enseigne, il ne m'aime pas. Et ben, elle nous aimait, donc elle a réussi à nous enseigner. Si bien que lorsque j'ai été nommé principal du collège de Trignac, figurez-vous, la première personne de Trignac que je suis allé voir, c'est elle, parce qu'elle était à la retraite à Trignac. Et je suis allé la voir, bonjour madame, très respectueux, je me suis renseigné pour savoir où elle habitait et tout, elle ne m'a pas reconnu bien entendu, je suis allé la voir et je lui ai expliqué qui j'étais, ce qu'elle avait fait pour moi. Ça a été un moment d'une intense émotion, je peux vous le dire.
ces réfugiés, quand ils ont passé, et il en est arrivé un certain nombre, bien entendu, et ils ont été logés, je crois, dans la salle des fêtes, mais aussi chez l'habitant. Et mes parents en ont logé. Et je sais, mais je rechercherai, je dois avoir une liste. Mon père avait relevé les noms des gens qui avaient passé chez lui, et ils sont restés en relation pendant un certain temps avec une famille qui est allée s'établir dans le Lot-et-Garonne, je crois. Ça dépend comment ils les comptent. Je sais que mon père s'était amusé à compter les nuits des personnes qui avaient couché à la maison. Hein, s'il en couchait 4, c'était 4 nuits. Hein, c'était pas une nuit. Alors peut-être que compter comme ça peut arriver assez haut, mais c'est quelque chose... moi je ne me souviens pas, mais il paraît que c'était un véritable défilé de voitures, mais même en carriole aussi. Il y avait tous les gens arrivés du Lonzac, prenaient la direction de Seyssier, mais pendant un moment, il a passé une juive et sa fille qui sont restées à Chamboulive, et elles étaient dans la maison qui a été démolie à côté de l'église. Chez Thérèse Périchou. Ouais. Combien de temps elle est restée? Je sais pas. Mais je sais, c'était une période de vacances, parce que les gars, les filles aussi, il y avait une Sonia qui était comme ça, super, la gamine s'appelait Sonia. Mais à l'époque, donc pendant un certain temps... Je vais te raconter quelque chose où je ne suis pas fier de moi, là. La petite Sonia, là. On était quelques garnements du coin, elle jouait à la marelle. Il y avait Jean-Claude Bory, Bernard Merliot, etc. Et nous, on l'emmerdait. Et sa maman a pensé qu'on l'emmerdait parce qu'elle était juive. Oui. Ce n'était pas le cas, on l'emmerdait parce que c'est une fille. Oui. Et sa maman est allée voir ma mère en lui expliquant qu'on n'avait pas à emmerder une petite juive. J'en ai ramassé une raclée monumentale. On a arrêté d'embêter la petite, hein, je m'entends vous le dire. Je suis pas fier de moi là, mais... C'est incident, mais enfin, pourquoi ce canon était là, de la guerre de 14, et il a été enlevé ou détruit, je ne sais pas, pendant cette période de 39 à 45. Je savais pas, toi. Je pense qu'il a été enlevé à cette période-là. Alors je ne sais pas pourquoi il était là. Est-ce que quelqu'un dans Chamboulive le sait? C'est pas certain. Peu importe. Peut-être qu'autrefois, après la fin de la guerre de 14-18, on a essaimé comme ça quelques vieilleries ici ou là. Je n'en sais rien. Ouais. En tout cas, sur la chapelle, je signale qu'il y a eu pendant un temps, de 39 et 40, je ne sais pas de quelle date à quelle date, les gars du bourg de Chamboulive, les hommes du bourg de Chamboulive, qui allaient prendre la garde, mais la garde contre qui, je n'en sais rien. C'était décidé par qui? Par la mairie peut-être, je n'en sais rien non plus. Et allaient prendre la garde à la chapelle du Puy-Saint-Damien. Je suis sûr de ça, puisque j'y ai vu aller mon père, mes voisins, Henri Fay, tout un tas de gens, et j'ai même une anecdote drôle sur la question. Et s'il y avait aussi... alors, on les armait, ils avaient des armes, ça j'en suis sûr. Et je sais qu'il y avait des gens de Chamboulive, dont Henri Mazel, vous avez connu, Charon, qui un jour arrivait au rendez-vous à la chapelle, ça devait être la nuit en retard, et les gardiens vont lui faire un sort, ils ont tiré une rafale en l'air, et Henri Mazel criait d'en bas là-bas en montant le pré, « Ouemaya ou Ouemaya ?» Tu vois le truc. Bon, c'est des histoires drôles, c'est incidence sur la question. Mais je me souviens aussi, pour terminer sur la chapelle du Puy-Saint-Damien, avoir vu de mes yeux vus le parachutage
sur le Mont Gargan. Ah oui, ça. Le 14 juillet, mais je ne sais pas de quelle année. C'est 44. Alors j'ai vu le 14 juillet 44, il faisait un temps superbe. Oui, oui, oui. Les gamins de Chambouli ont traîné toujours dans le bourg. Hein. Oui. Quelqu'un a dit, il y a un parachute, il y a un parachute. Ah, les gamins tout de suite en haut de la chapelle. Effectivement, on voyait descendre ces parachutes blancs. Non, multicolores. Multicolores. J'y étais. Aux 3 couleurs. Ah bon, blanc, pour moi, ils étaient blancs. Oui, Ouais. Tu vois, comme quoi la mémoire. oui. Et c'était chouette, hein, ça n'a pas rajouté. Ce que je ne me suis pas expliqué, c'est comment en pleine journée, Ah oui, mais C'est- 44, les Boches n'aient pas réagi. Ils étaient patrons, là, la résistance sur le Mont Gargan, c'était bien prévu, Ah. et c'était le 14 juillet, tu vois. C'était- Oui, mais je suis sûr que c'était oui, le mais 14 juillet. les Alliés, c'est les Anglais, là, on s'appelle la Alors tu me dis 44. Ah oui, c'est 44. Ouais. Alors donc, Ah oui, ça après le commençait, débarquement. Hein. ça Oui. commençait à sentir mauvais. oui, donc, et alors donc, là, ils avaient décidé, les Alliés, qu'il fallait marquer la fête nationale de cette façon, quoi. Et puis, Moustoula, ça a été le 14 juillet aussi du côté de... Ça a été ici aussi le 14 juillet. Oui, oui. Pas ici, mais c'est vers Moustoula, c'est vers Beaulieu, là-bas, tu vois. Ah oui, c'est ici ça. Et, Marcel, tu te rappelles aussi que la chapelle avait été investie par quelques garnements locaux, une fois, là. Et Oui. ils avaient tout cassé. Chez nous. Et ça avait fait... C'était Étienne Bory qui avait cassé. Ça, c'est- Mais on ne l'avait pas vendu. Hein. À l'époque, on avait fermé nos gueules. c'est lui qui avait monté... D'autant plus que si mes souvenirs sont bons, et en la matière ils sont assez bons, le père Bessette, qui était le directeur de l'école, était maréchaliste. Et moi, je me souviens de la photo du maréchal dans la salle de classe, photo de 1,50 m sur 1 mètre. Oui, oui, mais... Le père de ville ne l'avait pas mise. Oui, mais il était adjoint, il n'était pas directeur. Et oui. Alors, il s'en était tiré comme ça, parce qu'à mon avis, il ne l'aurait pas mise. Oui. On ne sait pas. Il n'était pas du même bord. Non, oui, mais tu sais, c'était choisir son camp ne me paraît pas à cette époque. Maintenant, choisir son camp ne serait pas difficile. Mais choisir son camp en 1939-40, c'était pas si facile que ça. Hein. Le gars qui avait 20 ans en 39-40, il était né en même bon. Qu'est-ce qu'il avait connu à part le village? Pas grand-chose. Son service militaire, s'il en avait fait, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il était parti d'ailleurs. Il faudrait le savoir. Ça serait intéressant à En savoir. principe, étant donné qu'on a remplacé les services militaires par les camps de jeunesse pratiquement en 40, fin 40, Ouais. Et, bon, il y avait l'armée d'armistice, mais qui était peu nombreuse, tu vois, et il fallait être volontaire. C'est ça. Et certains, André Dupuis. l'armée de l'armistice, c'est ceux qui ont résisté, ceux qui ont passé dans la S, qui étaient des militaires. Pas tous, mais enfin, il y en a. Ouais. Oui. Et alors, pour parler des chantiers de jeunesse, je sais où il y en a. André Dupuis, qui Je sais était où il y a de les 20, chantiers de a fait jeunesse, 3 mois de service. Oui. Il y en a un vers Clermont-Ferrand. Et oui, Châtel-Guyon, tout ça. il y a- Châtel-Guyon. Alors, les gars de Chambouly allaient là. Oui, oui. Et moi, je me souviens avoir vu des garçons de Chambouly, pur jeunes, avec des grands bérets comme ça. Ah oui, là. Ah ouais. C'était les bérets des chantiers de jeunesse. Oui, et puis les pantalons golf, verts. Voilà, c'est Oui. ça. C'est ça. Oui, oui. La Marie Bournazel, elle, comme je disais, elle avait ceci de particulier, c'est qu'elle était d'une discrétion pendant la guerre pour donner les informations aux uns et aux autres. Oui, et jamais personne n'a su ce Oui, que ce faisait qu'elle la faisait. Marie Bournazel. Or, Elle était à la préfecture, c'était tout. elle en a fait, voilà, Oui. elle en a fait beaucoup. Oui, oui. Elle en a fait beaucoup. Très intéressant. Tout comme Pierre Nicot, Oui, oui. d'ailleurs, Oui. et le docteur Pascou. Oui. À la différence de Jean Joncher ou de Jean Malagnou, ou même de Germain Fortunade, ces gens-là ne disaient rien, ne savaient rien. Or, Joncher, Malagnou, même Fortunade, moi qui avais 7 ans, je savais qu'ils faisaient de la résistance. C'est quand même pas normal Oui, que
Parce que ma mère travaillait chez Malagnou, elle travaillait chez Jean Chat, elle me racontait tout ça. Elle voyait passer tous les résistants du Lonzac et d'ailleurs. Et c'était quand même, le soir en particulier, il y avait du monde. Hein. Et alors évidemment, quelqu'un les a dénoncés. Et je ne sais pas qui c'est, mais enfin, bon, ils ne sont pas arrivés par hasard. Hein. Oui, oui. J'aimerais vous dire, si vous aviez vu passer tous ces gens qui venaient de là et d'ailleurs, devant la porte, ils allaient au vicomte pour aller chercher un peu de farine pour leurs petits-enfants. C'était surtout Userge qui montait. Oh là 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 là. Alors il s'arrêtait à Saint-Jalles. Vous savez, Saint-Jalles ici, ce n'est pas loin. Et en bas, le chemin en bas, là-bas, du bois, au fond du bois, si vous saviez toutes les... Bon, il partait entre les deux bouchailloux. Et là, il descendait, il passait au vicomte, là, il s'est caché. Les anciens chemins, à voir les chaînes d'Arilou, là on s'en servait. En bas, les charrettes, je vous assure, pleines de grains. Et ils revenaient avec la farine, les pauvres bougres. Et puis, à des moments, c'était la nuit qu'on y allait. Le soir tard ou le matin de bonne heure. Oui. Alors donc... Vous passez à la maison, on va discuter un peu, je vais vous donner un peu de pain, parce que bon, voilà, le pain, le trouver bon. Mon pauvre père lui dit, vous avez des enfants? Oui, j'ai 3 enfants, vous savez, ils ne mangent pas toujours à l'aise. Bon, mais écoutez, ne vous inquiétez pas, quand vous partez. Mais il a dit, ne vous inquiétez pas pour le battage, moi j'ai arrangé tout ça. Et voilà, c'était Mon bon procédé, des bons procédés. Ma mère avait sorti un petit peu de beurre qu'elle lui a donné, et mon père une tourte de pain qui était monté chercher dans la four, qu'il lui avait donné. Il a commencé que je vais l'emporter. Ne vous inquiétez pas, mon père, il l'avait trouvé dans les tables en sac, il avait partagé ça tout dans le... Il était dans le café, porté. Enfin, c'était les gars de Limoges. Eh oui, mais à Limoges, il n'y avait pas beaucoup de... Non, mais bon, vous savez, c'est toujours pareil, il ne trouvait pas de pain blanc et tout. Ah, le gars, rappelez-vous qu'il était un peu heureux. Oui, mais une tourte de pain. C'est un épisode qui m'a été raconté, parce qu'à cette époque-là, j'étais en pension et je n'ai pas assisté à cette soirée-là. C'est au cours de la nuit, je ne sais pas même, vous voyez, si mes parents étaient couchés ou pas encore couchés, si on les a fait lever, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sont arrivés par le jardin, qu'ils ne sont pas rentrés par effraction, et ma mère avait été impressionnée par un fusil mitrailleur qui avait été posé sur la table de la cuisine. Ces gens-là ont dit pourquoi ils étaient venus, ils sont allés au magasin et ils ont cherché ce qui les intéressait, et ceux qu'ils ont pris, c'est surtout des couvertures, tout ce qu'il pouvait y avoir comme couverture ou autres articles qui pouvaient les protéger et du froid et de la pluie, ils ont emporté ça. Mais ils ont dressé une liste de tous ces articles, et cette liste a été signée le préfet du maquis. Et mes parents, c'est surtout mon père qui m'en avait parlé, mes parents m'ont dit qu'ils avaient été remboursés. Plus tard, lorsque la fin de la guerre s'est passée, maintenant de quelle façon et par qui ont-ils été remboursés, je n'en sais rien. Mais dans cette histoire qui avait quand même apeuré mes parents, il y a quelque chose d'assez curieux, il l'a appris plus tard, et mon père en souriait, c'était le chauffeur du camion qui avait emmené les maquisards, était un des neveux de mon père. C'est-à-dire, c'était mon cousin Germain, qui a été maire de la Mongerie d'ailleurs pendant un certain temps. Merci Gabi. Voilà, était prisonnier, et il avait été prisonnier, il n'avait pas bougé quand ça a été là, mais en fait ça change, c'était pendant la drôle de guerre, donc dès la déclaration de guerre jusqu'à l'invasion de la France, eh bien, il ne s'était pas tiré de coups de fusil, rien du tout,
il était dans une île sur le Rhin, l'île de Kemps. Et il a passé tout son temps de drôle de guerre là. Et ils ont été faits prisonniers, un peu dans cette enclave, si on peut dire. D'après Germain Ban, il y aurait eu 106 prisonniers. À 10 ans. Tu te rappelles, J'ai cette photo là, putain. Les gars en vert de gris, alors il y en a un ou deux qui sont descendus du camion. C'était un camion comme un U-23, tu sais, et derrière, sans bâche, tu vois, mais il devait faire beau. Ce jour-là, il y a des ridelles, tu vois, et les Porsche comme ça, là, tu sais. Je sais pas, c'est le 8 septembre. Il y en a un ou deux qui sont descendus pisser. Putain, ça nous a foutu la trouille en 10 décembre, qui vont ramasser dans le quartier. Oh là là. Eh oui, mais tu penses, tu vois bien. J'étais où, toi? J'étais là, j'étais derrière l'église, moi. J'ai vécu ça aussi. Oui. Mais j'étais un peu plus jeune que toi, j'avais 7 ans. Hein. Alors, voilà, les souvenirs de boire des boches dans Chamboulis, c'est les seuls que j'ai vus. Oh là là. Hein, t'as vu ceux qui sont venus chercher le perdon, c'est toi donc. Moi, je ne les ai pas vus, non. Et moi non plus, je les ai pas vus. Alors pourquoi je ne les ai pas vus? Moi, je les ai vus sur la place quand on est sorti de l'école. Très tôt le matin. Oui, mais je me souviens, il y a eu branle-bas, le téléphone arabe, ça marche bien. À 7 heures. Il y a eu branle-bas de combat tout de suite dans Chamboulis. Mais t'es pas. D'ailleurs, mon père s'est tiré, autant que je me souviens avec en réalité, ils sont taillés à mon père dans la chapelle. À tout hasard, ouais. Parce qu'ils avaient fini Cagnal. Je peux encore vous y conduire, elle est écrasée, mais je peux vous y conduire. C'est dans le premier bois au-dessous de la chapelle, tu sais, descendre vers chez Marcel Faury. C'était une sape. Alors il y a la butte comme ça, ils avaient creusé, ça se connaissait pas, c'était impeccable. Et moi, les gosses, on y a joué pendant très longtemps, après la fin de la guerre là-dedans. Mais ça s'est effondré. Je pense que maintenant, ça, les sapes n'ont pas. Si elles n'ont pas été trop entretenues, elles sont tombées. Eh oui, c'est dommage. Il y en avait un peu partout. Hein. Ils ont raconté, peut-être, Marcel, c'est quand ton père a refusé que Samuel Maréchal a tué. Oui, je ne sais pas du tout à quelle époque le maréchal est venu à Tunis. Si, c'était en 42. Il est venu. C'était en 42. Et il y avait du monde. J'avais 9 ans. Et puis, même s'il faisait venir Jean Valjean, il n'aurait pas autant de monde. J'avais 9 ans. Je ne me souviens pas si à l'école, je me souviens que le père Bessette était tout le temps en effervescence. C'est pour ça que je me disais, celui-là, il est maréchaliste. Dans ma petite tête de 9 ans, tu vois. Mais, parce que tu entends parler les Américains, et tu écoutes, et tu as bonne mémoire. Ça se grave là quelque part. Bon, alors, je ne sais pas si on a distribué des petits drapeaux, comme on fait maintenant. Parce que c'était une façon d'attirer les enfants, on vous donnera de petits drapeaux. Moi, je me souviens j'avais entendu ça, on vous donnera des petits drapeaux. Et alors, moi, j'étais là. Je me souviens, mais ça ne doit plus exister. Tu vois, les petits trucs, des faits de résistance minables, mais ça fait partie du tout. Zézé, ce qu'il nous a raconté au sujet de ton père, il avait un prêt, je ne sais pas si c'était loué ou à lui, ton père, qui était au niveau de la sape qu'avaient faite Zézé et ses copains, tu vois. Et alors, bon, ils savaient qu'il ne fallait pas parler. Alors, fallait pas parler. Oui, qu'il ne fallait pas parler. Et un jour, je ne sais pas pourquoi, ton père a vu Zézé là où il n'aurait pas dû être. Et elle dit, David, moi je ne dirais pas. Oui. Alors tu parles de trucs comme ça. Moi je me souviens avoir vu dans le deuxième ou le troisième bois, tu sais pas. Je ne me souviens pas qu'on appelait ça comme ça. C'est sur la route de Vernet. Sur la route de Vernet. Premier bois, deuxième bois, troisième bois. Avec Maurice Montet qui doit venir. Que je connais bien aussi. Tu connais bien. On se promène là. On trouve dans un châtaignier creux un poste émetteur. Je ne devais pas être loin, moi. Je me souviens de ça. Peut-être avec nous, t'as un souvenir de ça. Et qui y avait alors? Il y avait un gars du maquis. Dans le deuxième bois. Et alors, même coup aussi, parce que les gosses, on se baladait à l'époque. Les parents ne te tenaient pas fermés comme maintenant. Tu faisais ce que tu voulais tant qu'il était jour. Tant qu'il était jour. Tu rentrais le soir à la maison. Tant qu'il était jour. Je ne sais pas si ça existe toujours ou si c'est effondré. Au-dessus du pont Léven, là. Ah mais c'est la sape de Nico. C'était Pierre Nico qui l'a fait. C'est la sape de Pierre Nico. Dans ce truc-là, moi avec les gamins, on passait partout, puis
C'était intéressant cette visite. C'était vers le Mamelon Vert. Le Mamelon Vert, c'est au Mamelon Vert, exact. Au Mamelon Vert. Ah oui, je ne me souviens plus du nom. Le Mamelon Vert. On rentre là-dedans, il y avait du foin. Oui, et il y avait un étage. Avec une échelle. Avec l'échelle, on monte à l'étage et on trouve là, puis il y avait des trucs de qui avaient été certainement parachutés. Tu vois, comme des. Et arrive Louis Méry. Les enfants, si jamais vous dites quelque chose, vous aurez affaire. C'est de la truc. Oh, Montaubourg, personne n'a capté. Alors je continue pour ton père. Alors donc il lui a dit ça d'abord. Et puis. Oui, alors après. Donc les écoles sont donc convoquées à la visite du maréchal à Tulle. À Tulle, oui, à Tulle. Ça, j'en ai pas souvenir. Nous, à Saint-Jean, on n'a pas appris même qu'il y avait. Je crois bien que c'est ça. On a su. Je crois bien que c'est ça. Qu'il y avait des gens. Il a fallu trouver un transporteur. Mais c'était les gars qui avaient des camions. Je me demande si c'est pas le gazo du père Georges. Il avait un truc à gazogène, le père Georges. Il a transporté les équipes de foot pendant longtemps avec le gazo. Ah oui. Je me souviens, oui. Oula, oui, je sais pas. Non, mais de partout, il y avait des gens. Parapluie. Alors, oui. Je sais pas, c'est peut-être le père Bessette aussi qui sont propres. Les maréchalistes, tu comprends. Alors. Oui. Mais. Ils sont propres chefs. Bon, est-ce que tu y allais, toi, dans le maréchal? Non. Pas souvenir de ça. Non, ça n'existait pas. Non. Ah, ben ça n'existait pas. Mais quand tu avais eu le prix Pétain, c'est pour ça que tu y allais à Tulle. Ah, tu n'as jamais eu le prix Pétain. À l'école, putain. J'avoue que j'avais eu le prix Pétain. Oui. C'est peut-être pour ça, oui. T'as peut-être raison, il y a peut-être les prix Pétain. Qui le disait tout le temps, c'est des anciennes gares barrières, comment ça s'appelle? Ah, mais elle est morte depuis longtemps. Poncher. La mère. Non. La mère Noyac, qui a été chefesse de gare à Chambouly. Tu te souviens pas de la mère Noyac? J'ai connu Laval, moi. Noyac, après, elle habitait la route en face chez le restaurant Vedrenne. La mère Noyac. Et il y en a qui ont dû y descendre aussi par le train. Alors, mon père a dit, tu resteras à la maison. Moi, je pleurais parce que oui, y aller. c'était la fête. Et donc, qu'est-ce qu'il avait dû dire? Il y aura des petits drapeaux, c'était formidable. On va voir le maréchal et tout. Moi, c'était l'enthousiasme. En Fontaine, tu vois. Et on leur dit, non, tu resteras. Je me dis, pourquoi il me dit ça? Et plusieurs années après, j'ai dit, tiens, il avait sans doute raison. Aussi, le climat de 42 encore, il était différent parce que, bon, l'Allemagne. Non, mais 42, on était encore maréchaliste en France. Oui, mais alors, et les Allemands n'avaient pas occupé encore la zone libre en 42, ils ont occupé le mois de novembre. Hein. Ah oui. Alors, donc, je retrouverai bien la date, mais je pense qu'en juillet, si c'était début juillet, et il me semble que c'était début juillet 42 qu'il est venu, le maréchal Pétain, et je pense que la scolarité se terminait le 14 juillet. Ouais, bien sûr, jusqu'au 1er octobre. Oui. Je me souviens quand même que dans la classe de Bessette, il y avait la grande photo du maréchal. Ah, mais et que même certains l'ont déchiré, dont le grand Goumi qui habitait à Courbet. Vers là-bas, quoi. Vers là-bas, le grand Goumi, oui. Goumi, c'était les ordres, je sais pas. Ils appelaient à la route de Signerbieux, là, non? Il y a un Goumi, là. Mais il y en avait qui étaient là-bas, vers. Ah ouais? Je crois qu'il l'avait déchiré avec d'autres. Ah ouais? Mais personne n'a capté, bien entendu. Ah, quand même. Alors moi, voilà, je suis resté là comme ça. Et alors, quels sont les copains qui y sont allés? Je n'ai pas souvenir, non. Oh, ça m'est passé dans la mémoire. Ça m'est revenu quelques temps après, et je m'en suis souvenu parce que j'étais plus vieux. Tu vois, sinon, peut-être, je l'aurais effacé, ça. Je continue pour ton père. Alors, après, il a continué à lui dire, ton père ne faisait pas le même jour. Bon, s'il y a quelque chose dans le bourg, quand j'amènerai une vache, tu bouteras une bose le sera. Pour leur dire qu'il y a du danger dans le bourg. Oui. Ça, je ne savais pas. Oui. Ça, je le savais. Ouais, alors on a dit, mon vieux, avec mon frère Pierrot, Martini, et puis tu vois... Tous les jeunes du coin, là, en faisant le tour. Ouais.
il faut qu'on fasse une sape, mais il faut qu'on la fasse de façon qu'on puisse, qu'elle ne soit pas tellement repérable, et puis qu'on puisse voir, tu vois, un peu ce qui se passe, parce que là-haut, tu vois, ça fait un peu... Et on l'a fait, dis donc, on était 5, toute une nuit, on a fait un trou de 3 mètres de profondeur, presque, t'as qu'à voir. Et on a coupé des arbres, ça risquait rien. On avait coupé après des barreaux de chaînes de taille. On les a mis tout de suite, on avait fait un plancher, on avait mis de la paille dessus, tu sais, la paille de cuir, bien arrangée, et puis on avait recouvert ça. Mais on avait fait la porte, une tranchée, des piquets, et puis on avait, tu sais, on avait fait une porte, et c'était avec des pneus. Parce que bon, tu trouvais, on avait cloué des pneus, ça marchait trop bien, on avait foutu des ronces dessus, quoi. Et bien, le gars, il a labouré, il a brûlé, il a eu fait, personne ne savait. Et qui c'est qui a enlevé la terre? Personne, on a éclaté, tout est venu, il a labouré, tu vois. Et je ne sais pas s'il avait assez mieux. Et dans cette sape-là, j'y ai couché peut-être 3 mois tout seul. Mais après, les Allemands, quand ils ont pris, tu sais, ils ont pris Fortunade et puis Jean Malamy, et ils cherchaient Jean Cher. Alors Jean Cher, mon vieux, désorienté, tout ça, il vient à la Marty. Alors c'est dit, mon vieux, il voulait revenir à la Molière parce qu'ils étaient à la Molière. Alors j'ai dit, tu n'as qu'à venir coucher avec moi. Mais où? Tu verras bien. Alors Jean Cher avait comme il faisait des parachutages. Après, il y avait Pentou qui est venu. Et Hérol, tu sais, Hérol, qui s'occupait des parachutages. Qui faisait le parachute, il était venu. D'autres fois, il venait, ils amenaient un gars que tu connaissais pas rien du tout, mon vieux. Ça m'avait contrarié. Et on en avait fait entre deux, il y avait 9 sapes dans la bulle pour les d'armement de tout. Et alors, la petite garenne là, tu sais, j'aurais voulu que tu vois des tas de parachutage, il y avait toujours écrit une gare, je l'ai fait voir à un gars de la bulle, Chastané. Et bien si tu faisais comme rappeler le peine de la guerre de 14, le long des pots. La grande. Voilà. Non, là, entre le pont Lévesque et le Bouchaillot, sur la butte, là. Oui. Et ils avaient un poste émetteur, oui, je sais que... C'était un trou dans la roche, hein, dans le dur, dans les rochers. Eh oui. C'est peut-être facile à sortir, c'est vrai, mais enfin... Oui, mais il fallait quand même être costaud. Maintenant, je vous dirai à peu près où c'est qu'elle était, mais elle est comblée. Hein. Ah mais toutes les sapes, là. Alors donc, là... Disons que c'était déjà un peu comme un promontoire quand même. Oui, il dominait un petit peu quand même. Il voyait venir. Voilà, il voyait venir, du pont Lévesque, tout ça. Il surveillait toute la route, Saint-Charles, Chamboulis, enfin du Gobelin, enfin de la butte, quoi. C'est-à-dire du pont Lévesque à Chamboulis. Il voyait toute la route. Il y avait toujours, pareil, les maquis qui avaient tué des vaches, qui étaient devant la mairie. Devant la mairie, et donc c'est pour ça qu'ils étaient venus, bien entendu, là, vu que les vaches étaient abattues. Et donc lui, quand il avait vu ça, il avait sauté par la fenêtre pour s'échapper parce qu'il était en premier visé. Il voulait pas que par la suite on me dise qu'il était complice. Bien sûr, automatiquement, qui recherche plus loin, vous comprenez. Il avait sauté la fenêtre de la mairie, il était passé par les écoles. Oui. Dans la cour de l'école. Par derrière. Il connaissait bien le coin, le cours de l'école, oui. Mais là, je sais que de toute façon, dans leur grotte, là, ils avaient un poste émetteur. Raymond Foujanet, qui était électricien, vous voyez, il avait combiné des machins, enfin, je sais pas ce qu'ils avaient fait. Ils étaient loin de l'électricité.
Non, non, mais c'est des pots émetteurs, c'est des trucs, des machins qui remontaient comme ça, je sais pas, des piles, je sais pas exactement ce qu'ils faisaient. Ils captaient quand même là les directives que moi j'ai entendu dire, parce que j'étais pas... puisque, bon, mais là on a la description, parce que il a été... c'est lui qui a permis, avec le docteur Pasco, avec ce Grador, mais enfin, c'est sur Chamboulif, c'est lui, le docteur Pasco, et c'est des gars dont il était sûr qu'il avait recruté, il avait recruté n'importe qui. Et alors, donc, ce qui m'avait frappé, moi, que c'était pas les plus jeunes. Les jeunes, ensuite, ont rejoint la résistance, mais les plus jeunes n'étaient pas dans l'action, les premières actions qui ont eu lieu. Quel âge il avait à ce moment-là? Oui, mais enfin, il n'était pas de ceux qui ensuite étaient de la classe 42 et qui ont rejoint massivement, tu vois, le truc. Ton parrain était de 10, donc la classe 30, Raymond Fougeonnet, la classe 29. Oui. Je ne sais pas la classe qu'il était. Il était un peu plus jeune que mon père. Donc, là, par la force des choses, même si... aussi, il avait choisi cet endroit comme Sape parce qu'il connaissait le coin. Voilà. Et puis... Ils pouvaient se ravitailler un petit peu aussi. Ils pouvaient se ravitailler. Ils étaient chez eux. Et Pierre Nico savait sur qui était parti dans l'entourage, sur qui il pouvait compter, qui est-ce qui pouvait, disons, être dangereux. Parce que il y avait des gens qui étaient dangereux volontairement, mais il y en a qui étaient par bêtise. Involontairement aussi. Par bêtise, oui. Oh, il y en a bien beaucoup qui sont faits par bêtise. Oui. Alors donc, il fallait méfier de tout. Hein. Oh là là. Oui. Alors donc, c'est sûr et certain. Mais il avait permis quand même. Ils n'ont pas limité tous les dégâts, puisque au vicomte, là... Jarras. Oui. Il cherchait Grador, quoi, tout simplement. Oui. Alors donc... Il cherchait Grador. Oui. Le 8 septembre. Oui, le jour de la foire. Voilà. Oui. Alors donc... là... Madame... comment s'appelait vicomte? Écoute-lui. Jarras, oui. Sa femme, elle avait des ulcères partout aux jambes. La pauvre. Elle était dans son lit. Dans son lit, avec des ulcères partout aux jambes, qu'elle ne pouvait pas se remuer. Ils l'ont emmenée. Et le pauvre homme, donc ça se passait le mois de septembre, elle est partie avec ses sabots, son pantalon et sa chemise. On l'a emmené. Il a laissé sa femme là sur un grabataire. Oui, mon père, monsieur ma grand-mère, entendant hurler la pauvre femme, elle est descendue voir, et la mariche, ma grand-mère est venue, et mon père est parti chercher sa mère, qu'elle habitait à la baisse de Saint-Jal. Oui, elle est enterrée à Saint-Jal d'ailleurs. Oui. Le François Jarras. Je m'en souviens toujours quand c'était souvent qu'il était brûlé avec mon père. Et qu'on regardait ces flammes partout, là, qui s'étendaient partout sur ici. Parce qu'on voit bien le Lonzac ici. On était gamine, mais... Et oui, là-bas, c'est pareil. Alors donc ça a dû marquer là, le fait de voir le Lonzac brûler. Oh là là. Je t'ai dit l'autre jour, quoi. Oui. Le 15 avril 1944. Oui. Quand on était là, on voyait ça et on se demandait bien ce qui nous attendait aussi. Hein. Oui. Alors, aussi quand on voyait passer des voitures, parce que les voitures ne roulaient pas comme elles roulent maintenant. Vous voyez une voiture qui arrivait là, vous disiez qui c'est qui arrive là. Mais ça se comprend. Une voiture, c'était pas forcément des amis qui arrivaient. Non. Je me souviens, ça devait être un U23. Ça existait déjà à l'époque, le U23, oui. Oui. Ça fait tant. Mais c'était les U23 gazo, U23 gazo. Gazogène. Ah, je sais pas, les Boches n'avaient pas de gazogène. C'est les Français qui avaient le gazogène. Oui, mais je pensais que tu parlais de 23. Non, c'est tout ce camion de Boche là, avec ma mère a dit, regarde, c'est Jarras.
Alors, moi, je sais que c'était Taras, mais je ne sais pas quel jour c'était. Et c'est pas le jour du perdon. On a une allusion là-dedans, Jarras. Hein. Vous avez un témoignage là-dessus. Machel savait des choses sur Jarras. Il vient de mourir. Romérotte. Mais il nous les a dit. Mais il y avait lui, il savait, mais ses voisins immédiats du Bouchaillot, c'est-à-dire Élise et puis son mari, des hommes, eux ont pratiquement assisté à l'arrestation de Jarras. Ah oui. Et Baptiste, non? Baptiste savait des choses là-dessus. Qu'est-ce qu'il m'avait raconté, Baptiste? Forcément. Il était allé prévenir avec une charrette et des bœufs pour faire croire qu'il allait dans les champs. Je ne sais pas, il m'avait raconté. Oui, mais c'est les parachutages les plus grands. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est lui. Baptiste m'avait raconté. Et c'est un peu à la suite d'un parachutage plus grand que Malanou, que Jonchère ont été arrêtés. Oui, Jonchère pas arrêté là. Et Léonard Ferrière. Et la veille, Léonard Ferrière, le plus grand, avait été. Dans son pré, il était sur place. Oui, Léonard Ferrière. Tout le monde a été dénoncé. Là. Et qui a permis de constituer sur Chamboulive, si tu veux, un groupe de réception des parachutages. Tu vois. Ah bon? C'est lui. Fortunat. Ah oui. Moi je croyais que ça avait été un maire plutôt droitier, tu vois, je me trompe. Non. Je me trompe là, tu vois. Tiens, tu vois, c'est bizarre. Oui. Bon, oui, c'était un gars. À Chambouly, les maires droitiers. Louis Sou, on ne savait pas trop ce qu'il était quand même, non? Enfin, je sais pas. Mais enfin, bref, le problème des équipes de parachutage dans les parties Malagnou, bien sûr. Malagnou, Paul Borde, Jonchère, etc. Nico, le docteur Pasco. Oui. Alors tous ces gens-là avaient été considérés sans doute par l'occupant. Non, même pas par Fortunat. Par l'État français. Par Fortunat comme des gens sérieux, parce qu'après il y a eu des résistants de 20 ans, quoi, tu vois. Eh bien oui, mais ceux-là... Ça leur manquait pas de faire des conneries. Oui, mais les gars qui avaient cet âge-là, qui étaient de l'âge de Jonchère, de Nico, de Malagnou, ils étaient un peu plus vieux. C'était les gars qui étaient plus sûrs quand même. Ils restaient pas réfléchissaient. Oui, alors donc... et donc c'était lui qui avait que... Puisque son secrétaire c'était Pierre Nico quand même. Aussi. Oui, bien sûr. Alors donc, tous les deux, ils avaient... Oui. Il y avait Pierre Nico avait un adjoint qui s'appelait Joanne Aimé. Oui. Qui était un oncle. Pierre Nico était d'une discrétion absolue. Oh là oui, c'est même parce que... D'une discrétion absolue. Et oui. Ben oui, mais le résultat, quand ils sont venus ramasser Fortunat, Malagnou et compagnie, ils n'ont pas ramassé Pierre Nico. Oui. Mais... d'après sa nièce, Élise, quand il y avait un soupçon de danger, il disparaissait rapidement. Oui, sûrement. Mais le Mame Lambert, c'était un... Est-ce qu'il y a toujours la petite maison? Il y a une petite maison? Ah non, je sais pas. Il y a des cailloux. Oui, il y a des cailloux. Mais, et alors là, ils arrivaient à l'endroit où ils étaient à dominer la route de Saint-Gall. C'était important aussi. Oui, on domine la route de Saint-Gall. Oui, je vais hier. Il va nous parler de Malagnou. Oui, voilà, tout ce que je sais, c'est qu'il y a des gens qui sont venus un jour pour réclamer pour une communion une chaîne ou une médaille gravée. Et il leur a dit que c'était possible. Mais il a dit par contre, on a le train de 7 heures, c'est pour une communion, je ne sais pas, 2 ou 3 jours après. Oui. Vous ne serez pas levé. Il m'a dit, ça ne fait rien, pas de problème, je serai là. Oui. Et c'est la Gestapo qui est. Donc, la Gestapo était sous la fenêtre de la chambre de mes parents. Oui. Parce qu'à cette époque-là, ma mère tenait une épicerie ici. Oui. Alors donc, c'est là que mon père s'est caché dans un clapier parce que s'il avait parlé, mon père. Ah ben oui, il valait mieux qu'il sache rien. Ah oui. Voilà, la petite histoire. Oui. Bon, c'est pas mal. Hein.
Oui. Bon, alors donc, Malagnou, lui, tu penses qu'il était originaire de Chambouly? Je pense qu'il avait son père qui était ici bijoutier aussi. Oui. Je pense, oui, je crois. Renseignez-vous là-dessus, mais je crois, moi je suis venu en 48. Alors oui. Non, mais toi, tu ne peux nous raconter que ce que ton père ou ta mère m'a raconté, oui. Alors, mais c'est marrant parce que nous on ne questionnait pas jeunes et il ne parlait pas beaucoup de ces choses-là. Oui. Par contre, mon père m'a dit où il était le jour de ses 7 ans quand la guerre de 14 s'est déclarée, à l'endroit exact. Et où il était donc? C'était dans un chemin qui descendait à l'étang où l'Anglais a son étang, à l'entrée du chemin. Là, on avait un pré là-bas qu'on appelait les Rivières. Il m'a fait voir, il m'a dit, tu vois, quand ça a été fait, ils ont dit c'est la guerre, j'étais là. C'est la seule fois où il m'a dit quelque chose de très précis. Personnel. Oui. Et oui, bon. Ça avait dû le marquer à l'époque, il avait 7 ans. Et puis tu sais, on se disait, bon, il est jeune, bon, là, ça ne l'intéresse pas, etc. Quoi. Puis on ne pose pas de questions, non? Oui. Alors, on vit notre vie d'une autre manière. Oui. Alors donc, là, il faudrait prendre peut-être une photo avec lui devant, là dans le coin, là, non? Oui, il y en a. Mais moi, je ne suis pas très photogénique et j'aime pas trop être sur les photos. Oui, mais c'est la rançon de la gloire. À l'origine, c'était peut-être la même pour. Oui, c'est possible. Oui. Voilà, il y avait un trou là. Oui. Ça se referme. Il n'y a pas très longtemps, 8 ou 10 jours, mais je ne me souviens plus qui déjà, m'a dit qu'il manquait un nom sur le monument à Mont-Chambouly. On a besoin de toi là. Parce que je vais t'expliquer pourquoi. Parce que tu as certainement... Qui m'a parlé de ça? Tu crois que c'est toi? Tu as certainement connu Malagnou à son retour des camps. Jean Malagnou. Oui, Jean-Baptiste. Oui. Bon, et qui était... Enfin, moi j'ai la description de Zézé, tu vois, puisque les autres, il y a... Et puis aussi le rapport qu'on a demandé à Donat, là, où la mère Malagnou décrit, disons, son mari aussi, tu vois, pour... Et alors, donc, il est arrivé dans un état pitoyable. Quoi. Je me souviens de lui, moi. Moi aussi. Il marchait le soir. Et il a été hospitalisé à plusieurs reprises, tu vois. Et bon... Je l'ai même entendu dire, moi, Jean Malagnou, les oreilles de gosse, c'est bizarre. Oui, ça traîne. Hein. Il racontait à Turchet et à mon père que s'il fallait, comme personne ne pouvait le guérir, s'il fallait aller à Lourdes, il irait bien qu'il ne soit pas croyant. Je me souviens de ça. Oui. S'il fallait aller à Lourdes, j'irais. Je leur dirais que je n'y crois pas. Alors, il semblerait, d'après le témoignage, parce que Zézé le connaissait bien, oui. Alors, il avait expliqué à Zézé qu'il était à Buchenwald, dans une unité spéciale. Oui, il était à Buchenwald, c'est sûr. Oui, dans une unité. Moi, je l'ai entendu dire de sa propre voix. Spéciale, où là, il aurait été, d'après Zézé, dans un groupe qui travaillait sur des armes plus ou moins secrètes, parce que lui était horloger, et on avait choisi sa spécialité. Et dans le groupe dont il faisait partie, on les piquait, voilà, on les piquait, et finalement, ils savaient qu'on leur inoculait la saloperie. Quoi. Et alors, d'après Zézé, quand ils avaient été piqués, ils appuyaient là pour essayer de faire ressortir ce qu'on leur avait inoculé. Voilà, la version de Zézé, mais je ne l'ai pas dit. Moi, ce dont je me souviens de Malagnou, c'est d'abord qu'il était tout jeune. Ah oui, voilà. C'était impressionnant. Icter, oui, Rondo dit Icter, il a raison, je pense à ça. Moi, je ne suis pas médecin, mais je pense à Icter. Généralisé, mais alors, la jaunisse à fond, qu'il se grattait constamment. Oui, tout à fait. Tu te souviens de ça? C'est le foie, oui. Il se grattait constamment. Et alors, je me souviens qu'un jour, les gens l'interrogeaient, tu penses alors comment ça se passait, etc. Une curiosité malsaine d'ailleurs, des fois. Parfois, parce qu'on n'avait pas toujours envie d'en parler. Et alors, combien de temps a-t-il vécu après? Jusqu'à 49 ans. Jusqu'à 49. Oui, 49. Il était en mauvais état, vraiment mauvais état. Très mauvais état. Il venait jouer à la belote chez ma mère, il se grattait constamment. C'est le foie, ça, qui fait.
Mais le soir, quand on sortait de l'école, j'allais à l'école à ce moment-là. Mais il avait dit, moi je l'ai entendu dire, effectivement. Il marchait devant chez Serre. Il marchait là devant chez Serre et il se promenait un peu, parce que tous les soirs on le côtoyait, là, on le croisait. C'est vrai qu'il avait vraiment la peau. C'était impressionnant. Oui, c'est quand même le même gars qui avait dénoncé Fortunat. Oui, c'était le même. Ça, je me souviens. Évidemment, mes parents en parlaient. Alors, et comment il s'appelle, Henri Bourg. Henri Bourg. Il avait été pris à Tulle, lui. Oui. Mais le gars qui avait pris Henri Bourg, là, qu'il avait dénoncé, après ils l'ont liquidé. Le mois d'août, tu vois. Là. Mais il travaillait à la Manu, Henri Bourg. Oui, il avait identifié. Donc j'avais un frère, moi, de... Oui. Et alors là, pour Henri Bourg, le gars, quand ils ont arrêté Bourg, le gars est arrivé, le dénonciateur, et a dit, je le connais, il était dans les maquis, dans les monédières. Alors donc là, toi, tu te rappelles que tes frères au moins partaient de ton âge? Ah mais moi je me rappelle que j'avais un frère, le plus jeune. Ah mais tu vas me donner son nom. Était Antoine Féliac. Oui. Et il était ce qu'on appelait architecte à la Manu. Bon, alors les événements du Plantadie de Saint-Jalles. Ces événements, je ne les ai pas vécus, parce que je suis trop jeune, mais je les ai entendus raconter pendant toute mon enfance, et même ensuite, quand nous avons été mariés. Mon mari, là, peut le dire, c'était vraiment des sujets qui revenaient sans arrêt dans la famille, parce que tout le monde avait très très mal vécu ces événements. Donc il s'agissait surtout de mes grands-parents, Germaine Noïtas et mon grand-père Pierre Buge, qui avaient leur ferme donc à l'entrée du Plantadie de Saint-Jalles. Et mon grand-père était très ami avec Monsieur Valiton et la famille Bourquin. Donc à ce sujet, il avait beaucoup de contacts avec eux. Et il se trouve que une nuit, Monsieur Valiton est arrivé avec une valise en disant à mes grands-parents et à mon père qui était là, écoutez, les Allemands sont arrivés, ils ont tiré, je pense que ma femme est blessée, je ne sais pas exactement ce qu'elle a, mais ça a l'air grave, et il faut absolument que je me cache. Donc mon grand-père aussitôt lui dit, écoutez, il ne faut pas que vous restiez là, ça peut être très dangereux pour tout le village, pour tous les gens qui sont ici, il faut absolument que vous puissiez partir. Donc, mon père lui dit, je vous fais un parcours et vous allez essayer de rejoindre une gare, soit celle d'Uzerge, soit Masseray. Et donc ce parcours, eh bien, il lui a fait, mais avant de partir, donc Monsieur Valiton lui a dit, écoutez, je vous remets cette valise, quelqu'un viendra la chercher. Alors aussitôt, eh bien, quand il a été parti, mon père est parti également dans les bois pour cacher cette valise dans un châtaignier creux. Voilà ce qui m'a été dit. Après, donc, les grands-parents ont eu des contacts avec Madame Valiton, mais ils évitaient de se rendre à Tulle pour ne pas éveiller de soupçons, parce que la période était vraiment très trouble et ils craignaient beaucoup des représailles. Donc c'était surtout mon grand-oncle Noïtas de la Grolière et sa femme et sa fille qui allaient rendre visite à Madame Valiton, qui était, elle, bien blessée puisqu'il a fallu lui couper une jambe et elle a été en soins à l'hôpital de Tulle pendant quelques mois, je crois. Donc ensuite, mon père avait eu pour consigne aussi d'aller prévenir des gens au Lonzac, mais bon, je pense que c'est à la même période. Il s'y est rendu en bicyclette, ce qui n'est pas une mince affaire, mais à l'époque, bon, il n'y avait pas d'autres moyens de transport. Et donc là, il n'a pas pu rentrer dans le Lonzac parce que les Allemands y étaient déjà et qu'il est tombé sur des personnes qui lui ont déconseillé de continuer sur le bourg du Lonzac.
Donc il est revenu chez lui. Et quelque temps après, je crois qu'un nommé qui avait pour habitude de toujours traverser le village et essayer de poser des questions pour savoir davantage de choses sur la région et surtout peut-être sur des faits de résistance ou des gens compromis, a redit à mes grands-parents et à mon père exactement le parcours qu'avait fait Monsieur Vallitton. Alors ça les a totalement retournés, que cette personne ait pu être au courant du parcours qu'avait suivi Monsieur Vallitton, qui a réussi à prendre un train, et je pense sur Paris. Mais après, nous n'avons plus eu de nouvelles à son sujet. Ensuite, eh bien, voilà, je crois que c'est tout ce que je peux vous dire sur les événements du Plantadie. Il fallait trouver quelque chose. Je ne sais pas qui c'est qui a trouvé le plus petit en faisait des balles. Oui. Et mon Dieu, ça a marché. Oui. Le premier qui a été fait, ça doit être à Gourdon. À Gourdon, chez Taverne. Oui. Gourdon, oui. Après, il s'en est fait à Taverne, chez Léry, là, tu vois. C'était Léry qui habitait. Il s'en est fait pour 2 fois. Oui. Après, il y en a eu un autre à la Brouche, c'est quelqu'un chez Nana. À la Brouche, chez qui? À la Brouche, chez Serre. Serre, oui. Alors, tu vois, enfin, moi, j'ai un défilé comme les autres. Et vous avez ma sœur qui était d'âge à l'époque, elle a Rosa. Et Jean, il y en avait à la maison. Oui. À Serre, il y en avait chez moi. Alors, il y en a eu à Serre aussi. Oui, chez moi. Je ne suis pas allé voir. Ouais. Un petit réfugié bébé qu'il a pris. Oui. Et il jouait de l'accordéon à diatonie. Ouais. Alors, François Capri, lui, il en avait une vieille qu'il a bien donnée. Et c'était je proteste avec quelqu'un qui montait. C'était quelque part là, pour taper sur un bidon. Oui. Oh, c'était folklorique. C'était, oui. Et ça rigolait, et il y avait du monde. Et oui, parce que c'était la seule distraction. Alors il y avait, c'est pareil, vous ne les avez pas connus, il y avait Perlot, qu'on rappelle. Perlot. Perlot, lui, il arrêtait les gars sur les routes pour voir, pour les contrôler. Oui. Et il était vieux comme ça. Et un autre gars, c'était un copain de lui, parce que c'était les vrais qui parlaient là. Et Perlot, tout le monde ça divertissait. Alors mon bébé, lui, il n'avait pas les jambes bien longues, il portait l'accordéon, mais des fois il est déjà alors, mais arrête-toi, où tu as appris à jouer l'accordéon? Alors, il a dit, vous me laissez tranquille, je voulais, c'est pour pas me faire épingler, pour pas m'épingler. Et ils l'ont laissé tout bon. Oui, alors au sujet de Marcel Vial, il en faisait aussi au Osier de Saint-Salvador. Ah oui, Osier de Saint-Salvador, il en faisait chez Martini en particulier, là, chez Martini. Et c'était dans la maison que Martini habite maintenant, là. Et puis, ils avaient consolidé le plancher pour qu'il tienne, parce que les planchers, quand il y avait tout ce monde qui sautait là-dessus, hein, alors il y avait les filles de Seillac qui venaient danser. Elles étaient un peu contentes de venir danser. Il n'y avait rien. Oui. Les gens là, les filles, il y avait des filles, c'était le bois, il y avait du monde. Et alors, tu vois, il n'y avait pas de... Je trouvais toujours quelques canons, ces canons bouches là. J'ai été rassou, tout ça. Il a pris un canon, ça fait chez Charrière. Trop jeune à cette époque.
Et il y avait une dame qui devait s'appeler Marie Faugeron. Oui, elle était plus ou moins parente avec Jarry, voilà. Et elle chantait. La Marie Faugeron. Elle chantait qu'ils sont dans les villes, ils sont dans les villes. Et ça faisait danser les jeunes. Il n'y avait pas de musiciens. Tu dis l'orchestre, c'était des fourchettes. Oui, il n'y avait pas de musiciens. Oui, des chants. Et Janine, je connaissais peut-être. Alors, Janine, elle a participé au bal clandestin qu'il y avait là à Serre, je ne me rappelle plus. Ça c'est bien. Oui, oui. Non, moi, alors, à Serre, c'était un centre là. Il y en avait au Puy-Grand, il y en avait à d'autres endroits. Hein, des bals. Mais ça, je me rappelle qu'il y avait au bal à Serre, oui. Il y avait une petite fenêtre. Et quand on nous a dit, c'était le petit, comment il s'appelait, ce petit gars qui jouait de l'accordéon. Vous calculiez, vous auriez trouvé pour moi. Comment il s'appelait il travaillait chez Bory, chez Bory, à la Syrie. Et alors, elle est venue nous avertir que quelqu'un nous avait dénoncé, quelqu'un avait dénoncé. On est partis tous, on a sauté par la fenêtre, des fenêtres basses, vous savez, on a sauté par la fenêtre, on s'est retrouvés vers l'étang, mais à ce moment-là, il n'y avait pas d'étang, en fait, dans les bois là-bas. Mais il y avait du monde dans les balles, mais nous on était un peu jeunes alors. Il fallait qu'on se cache. Les balles étaient interdits, bien sûr. Alors ils nous avaient dénoncé, ce qui fait qu'on s'est sauvés, ceux qui ont pu se sauver. Mais comment il s'appelait le musicien qui était chez Bory, qui était... Bébert chez Bory. Bébert. Là, tout le monde s'en rappellera. Bébert, il a un vie diatonique, là, vous savez. Pas avec qui j'étais. Avec qui j'étais, quelle copine j'avais avec moi. J'étais pas toute seule, sûrement. Ah oui. Peut-être dysphorie, je me rappelle. Oui, mais à Chaillac, oui, peut-être. Oui. Oui, mais il ne fallait pas que ce soit trouvé, on avait des vélos, non, hein. On n'avait pas de locomotion, il n'y avait rien. Et puis il fallait se cacher. Et pour oui, c'est vrai, vous avez un Chaillac parce qu'on passait par la chapelle. Oui. Et on passait par devant le cimetière, il y a un chemin sur la gauche, là. Vous voyez ce que je veux dire, Michel? Et bien on prenait ce chemin et on ressortait à Chaillac. Et oui, c'était des raccourcis. C'était des raccourcis. Et que j'ai pris longtemps pour aller danser après, quand j'avais 18 et 20 ans. Que j'allais danser au Lonzac, on passait par ce raccourci. Ça, je me rappelle bien. Mais je ne me rappelle pas avec qui j'étais. Mais je n'étais pas toute seule. Hein. Je n'avais pas ce culot, ce talent pour aller toute seule. Non, c'est tout. Alors, voilà, bon, donc tu vas me raconter là, comment s'est passée votre opération aux Noyettes du 9. On a été averti par une feuille qu'un agent de maquis nous a porté. Alors, et ça c'était le 7 alors, 3 jours avant. C'était le 7. Alors il a fallu que toute la compagnie, tous ceux de la compagnie qui allaient là-bas, soit renseigné. Alors, ça a marché vite, il ne faut pas s'amuser. Que je me demande, la vitesse, on est parti. On a reçu vers peut-être 5 heures, et à 7 heures, à 8 heures, on était déjà à Saint-Jean. Organisé pour aller le plus rapidement possible sur les lieux de surveillance. Foujani, le marchand de bestiaux, nous a amené avec son camion jusque là-bas, et puis jusqu'à Chébès. Et alors après, c'était un gars de la Goliath qui est venu nous chercher, il a dit venez avec nous, on va vous placer avec d'autres. Mais on n'était pas nombreux, on n'était qu'arrivés, je pense qu'on est arrivés presque des premiers. Et ça marchait vite, il en venait de tous les côtés, mais la nuit venait, il fallait passer la nuit. Donc ils vous ont installé le long de la nationale, là, sur combien vous étiez toutes les... Il y avait l'endroit où ils devaient couper des arbres pour fermer la route, pour empêcher que la bande se... Et vous étiez placés tous les combien? Par groupe de 2 sur tous les 50 mètres le long de la route, de chaque côté? Mais il y en avait d'autres qui partaient dans les villages. Quand on y allait à la Gaulière, donc, on est parti un matin de bonne heure pour occuper la Gaulière, qu'il y avait soi-disant
un collaborateur. Et moi, j'y étais alors comme les autres. Et on était peut-être une vingtaine, pas plus, pas dans toute la compagnie. Et je sais que quand on revenait, on a entendu des bruits de moteur de voiture, parce que les voitures... Mais ça, c'était quel jour, ça? C'était le... C'était le... Là, vous êtes allé à la Rolière, là, c'était le lendemain, ça, c'est le 8? Oui, le lendemain. Alors, cette voiture, bon, qu'est-ce que c'était un moteur? Parce que il n'y avait pas de voiture qui circulait, que ce soit des gens qu'on puisse avoir confiance. C'était des Allemands ou... Vous étiez donc sur le bord de la route pour surveiller ce qui passait. Voilà. Oui. Et alors, voilà, alors là, on s'est installé, quoi. Et alors, après, on partait, on patrouillait le soir. Le soir, quand on a été de nuit, on a pris vers peut-être minuit et les autres sont partis. Et nous autres, on a pris la relève. Et alors, le matin de bonne heure, on a dit, on va monter sur la route, patrouiller pour voir si on voit quelque chose d'anormal sur la route. Parce qu'il fallait se méfier. Et c'est là que j'ai vu venir cette voiture. Ouais. Il ne faut pas s'amuser. Et le lendemain, le 8, c'est là que vous êtes allé à la Rolière. Voilà. On est allé à la Rolière, et puis quand on a entendu des bruits de moteur, et qu'est-ce que c'était pas, c'était bien. Et puis on a entendu, et puis on n'a plus entendu le moteur. Je ne sais pas si c'était quelqu'un qui se reliait dans un village. Il n'y a pas d'avion qui a survolé la zone aussi Mais c'était le 8 ouais, c'est ça, au soir. Un avion qui a suivi la route il descendait sur Tulle, parce que peut-être il avait eu un coup de téléphone ou un averti que Tulle était en mauvaise posture. Et après, alors le lendemain... Et Tulle a été pris quand Eh bien, dans la nuit du 8 au 9, puisque... Dans la nuit du 8. Et alors, mon vieux... Je te dis, on a vu venir cette voiture. Et ça, c'était le 9 dans le lendemain, le 9 dans la journée. Et alors, quand on a dit, j'ai dit, c'est eux les gars, c'est eux. Ferdier et Martini, là, ils lèvent leur fusil en l'air comme ça, et ils traversent la route, ils passent de l'autre côté. Et il y avait un chemin qui descend là, il y avait... moi j'étais au chemin, et j'ai reculé un peu, et la voiture zigzaguait comme ça. Quand elle s'est arrêtée, il m'avait dépassé. Il m'avait dépassé peut-être de 5 ou 6 mètres. Il ouvre la porte et il se baisse comme ça. Il a mis la main sur le siège. Est-ce qu'il y avait son arme ou comment? Peut-être, oui. Et c'est là que j'ai tiré. Alors, il s'est relevé, il est tombé sur le dos. Et il tendait enfin bon, il est mort, il est mort. J'ai tiré comme... Mais si ma mitraillette n'était pas... Parce qu'on n'avait pas de bon matériel. Hein. C'était pas de bonnes armes qu'on avait. Et il n'y en avait pas d'autres avec lui, non? Il était pas tout seul dans la voiture? Eh bien, celui qui a été au volant, il a été tué à fond. Oui, mais les autres, il y en avait d'autres? Je ne sais pas s'ils étaient 2 devant ou 2 derrière. De toute façon, la porte, il n'y avait qu'une porte à cette voiture. Le gars, quand il est je ne sais pas si il est sorti certainement. Ils ont réussi à s'enfuir. Ils ont réussi à s'enfuir. Eh bien, quand il a été dans le fossé, il avait fait la guerre. Il y avait la maison, il se passe derrière la maison. Mais après, alors j'ai dit, les gars, il faut qu'on le trouve, le gars. Et vous ne l'avez pas trouvé en fait? Et ben, on a cherché partout, parce que c'est vrai, s'il y avait des champs, il y avait des bois, on n'a jamais pu trouver rien du tout. Mais il y avait d'autres gars qui étaient venus avec nous. Et ben, mais ça, c'était à quelle heure à peu près? C'était dans c'était le matin. Le matin, mais il faisait jour. Il faisait 9 heures. Ah, il faisait bien jour. Et il y avait l'hôtel, là, au Petit Paris, qui disait, il a dit, vous pouvez regarder, il n'est pas là. Ils ont visité l'hôtel. Et puis il y avait une chambre, que c'était marqué... Mais l'hôtel, lequel, à Saint-Jean? Oui, non, c'est sur la route.
il y avait, ils avaient c'est réservé pour la famille. Des fois, je dis entrer. Est-ce qu'il n'était pas là? Et il y a une chose qui nous travaillait, mais bon, on en a parlé avec d'autres, parce que et il était là quand ils sont arrivés les autres, peut-être 1 heure après. Ils étaient là, la division là, la compagnie qui est remontée là. Eh bien, ils ont fouillé, et pour moi, il a été dedans, il a sauvé, ils n'ont rien fait là. Attends, alors, comment il s'appelait là, pas Courtez, la maison qui était toute seule là, comment, vous ne savez pas comment il s'appelait? Ah non, il n'a pas parlé. Non, mais... C'est pas grave, c'est pas grave. La maison, oui. Et après, ils n'y ont rien fait. Ouais. Elle n'a pas brûlé, ils l'ont pas brûlé cette maison, si, après. Non. Non. Rien du tout. Et ils ont brûlé de l'autre côté. Ah. Alors, oui. Là, le côté de la route... Oui, mais peut-être qu'ils ne traînaient pas en remontant, ils savaient qu'il y avait des maquis dans le coin, et puis peut-être qu'ils ne voulaient pas traîner, ils n'étaient peut-être pas très nombreux. Non, mais après, et, ouais. Hein? Qui? Non. Ah, qui c'était? Est-ce que tu as une idée du nombre de prisonniers qu'on avait employés sur Saint-Jal à peu près? Écoutez, il y en avait 2 dans le village. Oui. Il devait y en avoir à peu près dans, pas tout, peut-être pas dans tous, mais une bonne partie au Plantadie. Je ne sais pas si c'est ça. Oui. Moi, ça s'écrit pas comme je sais pas. Moi, ça ira, on se débrouillera. Moi, pas chez toi là-bas. Eh bien, chez moi, il y avait chez Lalanne, donc chez Robert Poumier, Ouais. il y en avait un. Chez Jimazam à côté, il y en avait un. Alors, et moi, je gardais les vaches un peu plus loin, là. Et à la moissonnerie, chez Yaonet, chez Chauffour, il y en avait un aussi. Ah ouais? Oui. Alors, chez Hippolyte, ils n'en avaient pas? Écoute, je ne me rappelle plus. Il devait bien en avoir eux aussi. Hein? Il devait bien en Parce avoir. que comme son père était prisonnier, il devait y en avoir. Oui. Alors donc, et qu'est-ce qu'il faisait? Vous savez pas comme boulot là, quand il était dans le civil? Qu'est-ce qu'il faisait? Il travaillait à l'usine. Oui, donc usine. Hein? Il travaillait à l'usine et puis quand il est rentré, après là... Ouais, vous l'avez perdu de vue un peu. Ah non, Ah non. On a toujours eu contact. Ah oui. Ah oui, on a toujours... Juste là, quand il y a combien qu'il est mort? Oh, il y a... 3-4 ans. Non, il y a plus, je pense, il y avait 5 ans. Le premier, on ne l'a pas gardé bien longtemps parce qu'il était trop intelligent pour nous. Il est resté peut-être 3 mois, c'est tout. C'était un professeur de sciences botaniques. Ah oui, il a été trop instruit pour la forêt tous les dimanches à la messe. Oui, il m'a fait pas de mal. Et tous les dimanches, il ramenait son paquet de fleurs. Eh bien, tu vois. Et puis, tout le dimanche après-midi, il classait tout ça. C'était de tous leurs noms de famille. Tu en avais dans la chambre là-haut. Je pense que tu en avais 4 boîtes. Ah oui, enfin, il s'occupait. Ah, puis c'était classé. Hein. Oui. Parce que moi, je me rappelle, celui qui était chez Robert Poumier, donc chez Lalanne, là, et la Louise Lalanne, bon, elle parlait, pour communiquer avec elle, il fallait parler français. Hein, et alors, elle dit, il faut écarter le fumier, comme ça, il faisait des gestes, il arrivait à reconnaître. Il faisait comme il pouvait. Oui. Et le deuxième, ça c'était un dur. Attention, c'est un aviateur. Ah bon. Et il était aviateur dans les chasseurs. Oui. Alors il disait, oh moi je suis plus tranquille quand je suis là-haut que sur la terre. Et c'est vrai, oui. Ah oui. Eh bien, et puis la chopine, attention. Ah oui, c'est remonté le moral. Ah, c'était un dur. Oui. Eh bien, écoute. Je me rappelle, il pouvait que le faire travailler quand il lui promettait quelque chose. Ah oui. Et
il fallait qu'il se casse la tête, le père, pour trouver quelque chose, pour le coincer. Pour le motiver. Il y a que... Il est parti en Allemagne, mais il en a pas. Là, par exemple, sur Chambouilly, il y avait 106 prisonniers de guerre, quoi. Alors, mais ils étaient en Allemagne, quoi. Et alors, donc, quand ils sont parvenus tout de suite, parce que là, en 1944, la guerre n'était pas terminée, quoi. Et on avait des prisonniers, quand même, hein, parce que c'était Quand tu l'as été libéré... Oui, eh bien, il y a eu des prisonniers. Oui, il y a eu des prisonniers. Et alors, on les a dispatchés. Et alors, donc, on les a mis dans les différentes fermes. Voilà, et puis ça a passé comme ça fait maintenant, à la mairie, sur le journal, je sais pas. Enfin, il n'y avait pas la télé, il n'y avait que le journal, qu'on l'avait qu'une fois par semaine. Et alors donc, ils ont, en principe, ils étaient plutôt dans des exploitations relativement plus importantes. Voilà, c'est ça. Si tu avais que 2 vaches, tu n'en avais pas. Oui, alors donc, voilà. Et suivant l'exploitation, ils y étaient 1 ou 2. Oui, quelquefois. Moi, j'en ai que vu un, mais enfin, il y a des endroits peut-être où ils étaient 2, quoi, et bon, ils étaient destinés à essayer de remettre le pays sur pied, quoi, et disons à faire que l'agriculture soit suffisamment performante, parce qu'en 1944, il manquait encore beaucoup de choses. On travaillait toujours à la mer, on n'avait pas de machine. Et oui, alors donc... c'était la four, le houillon. Oui, alors donc là... Et eux, je pense, je sais pas si la faucille. On s'est rendu compte, parce qu'il semblerait que eux nous considéraient un peu comme arriérés, parce qu'on n'avait pas... Ah mais c'est vrai. Oui, mais c'est vrai, ça c'est vrai. Eux, ils avaient l'habitude de travailler avec des outils voilà. Alors, ils avaient des outils que nous autres n'avions pas. Son moteur électrique, il y avait les chevaux, après il y a eu... Ils ont fait comme tout le monde, ils ont acheté des tracteurs, mais ils avaient les batteuses. Eh oui. Alors donc... Nous, on ne les avait pas, qu'eux, ils les avaient. Moi, en 1953, en 1953, quand je suis parti à l'armée, oui, au régiment, et bien... Ils avaient tout ça là-bas. Alors donc, et alors c'est pareil, là ils n'étaient pas si mal que ça dans les fermes d'ici. Ils étaient bien, mais tu sais, c'est pareil. Ça dépend où ils tombaient. Ça dépend où ils tombaient. Oui, parce que... Qu'il en avait eu, le pauvre Franz. Oui, parce que finalement... Non, il y a des gars que... Et puis les conditions de vie... Il y a des gars que ceux qui avaient passé, qui étaient comme eux au départ, ils savaient ce que c'était. Mon père, il avait des fois... On dit cher. Alors, parce que, bon, il y avait... Mais enfin, d'une façon générale, ils n'étaient pas trop malheureux quand même. Ah oui. Et puis... Oui, et tu vois, les dimanches, ils pouvaient se rassembler. Oui. Ça a commencé dans le village, là. Il y en avait un chez Bretagnol, là-bas, mais il n'était pas bien. Lui, il n'avait que 22 ans, mais l'autre, il n'avait que 21 ou 22 ans. Mais c'était un peu un ours, tu vois. Alors, pour le démuler, les premiers temps, il essayait bien de le tirer de là-bas. Et jamais il a pu l'amener à Saint-Jean. Parce qu'après, ça se rassemblait à Saint-Jean, et ils allaient boire un coup, ils allaient toujours un peu de poison. Les gens étaient obligés de les payer. C'était pas bien cher, mais enfin, il fallait... Et puis, on les nourrissait avec... comme on mangeait nous. Voilà. Et alors, donc, oui, à la table, et puis, bon, c'était pas des festins tous les jours. Je sais qu'il m'avait dit, on en parlait comme ça des fois tous les deux, il a dit, tu sais,
à la fouille, il fait meilleur calcul. Hein, parce que... Oui. Quand ils ont été pris, les gars, oui. Ah oui, mais ils lui ont serré la vis là-bas, attention. Alors donc, voilà. Et alors donc, je ne me rappelle plus. Le temps qu'ils sont restés, ils ne sont pas restés très longtemps, si mes souvenirs sont exacts. Non. Oui, ils ont vite... Et non, parce qu'il y en a beaucoup qui ne faisaient pas l'affaire là-dessus que le garder faire. Mais quand même, d'une façon générale, on les a rapatriés chez eux assez rapidement. Ouais. Oui. Oui, lui, il est revenu, il n'est pas rentré dans... Oui,